pour la magnétostatique, donc ça c'est l'équivalent en effet de l'électrostatique. Donc dans l'électrostatique, vous étudiez en effet que les champs, vous faites le calcul des champs et des potentiels créés par des charges statiques. Bon, si dans le monde électrostatique, c'est-à-dire que vous étudiez des charges qui sont statiques. Alors là, en magnétostatique, alors on va faire plus ou moins la même chose, mais là, on va étudier ce qu'on appelait le champ magnétique créé par des sources de champs magnétiques. Alors, généralement, on va voir que pour le champ magnétique, il y en a deux sources. Il y a les aimants et puis il y a les courants électriques continus. Parce qu'au magnétostatique, on va s'intéresser juste au courant continu. C'est-à-dire, lorsque le courant qui va créer le champ magnétique, et je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà étudié en lycée, en première année bac. Alors, un courant électrique continu crée généralement un champ magnétique qui est statique. Alors là, on parle de la magnétostatique. Alors, parce que lorsqu'on va passer au chapitre 2 dans l'induction électromagnétique, alors là, on va étudier le cas des courants qui sont variables. Alors là, on va voir qu'il y a un autre phénomène qui va y apparaître qu'on appelle l'induction électromagnétique. Alors, je résume. Donc, la magnétostatique, c'est l'équivalent de l'électrostatique. L'électrostatique, normalement, on s'intéresse à l'étude, au calcul des champs et des potentiels créés par des charges statiques qui ne sont pas en mouvement. Et puis, la magnétostatique, c'est l'étude, c'est le calcul des champs magnétiques et des potentiels magnétiques créés par des sources de champs magnétiques statiques, ça veut dire soit par des aimants, soit par des courants électriques continus. Mais bien sûr, dans ce chapitre-là, on va pas. Donc, je vais signaler comment se comportent les aimants, mais généralement, on ne va pas étudier les aimants. C'est-à-dire, on ne va pas chercher le champ créé par un aimant. Pourquoi? Parce que ça fait partie de module électricité 3 de S4. Parce que là, un aimant, c'est vraiment c'est un milieu magnétique qui est un peu compliqué par rapport aux sources, aux champs créés par les courants. Donc là, on va le laisser pour le programme de S4. Alors là, on va s'intéresser principalement à la magnétostatique, aux champs créés par des courants continus. Okay? Donc, généralement, on va voir le cas d'un fil électrique parcouru par un courant, on va voir le cas d'une spire, d'une bobine, d'un solénoïde, et je pense que ce sont des exemples que vous avez déjà vus peut-être en première année. Alors, donc je vais rentrer dans le premier chapitre. Vous pouvez me confirmer toujours s'il y a un problème de son et si vous ne m'entendez pas très bien. Alors, si ça marche très bien, je peux continuer. Ça marche bien. Alors, merci. Alors maintenant, donc, je vais aller sur le premier chapitre, donc le contenu de la première semaine. Alors, normalement, donc, je vais aller, donc je peux utiliser, si vous voulez, comme vous voulez, on peut utiliser tout simplement le cours que vous avez là. De cette manière, je vais vous montrer comment vous pouvez balayer votre cours. Alors là, sur cette page-là, normalement, on va commencer par les sources de champs magnétiques. On vous dit que la première source des champs magnétiques, c'est les aimants. Alors, les aimants, ça, vous le connaissez déjà. On les appelle les aimants permanents. Ce sont des objets, parfois ils sont naturels, parfois ils sont fabriqués. Et pour les aimants qui sont naturels, ils sont à base d'une pierre qu'on appelle la magnétite. Donc là, vous avez la figure 1 pour ce type d'aimant. Et puis, ils sont encore artificiels, c'est-à-dire on les fabrique à partir de certains matériaux comme l'acier dur, on appelle ça l'acier dur, ou bien avec des ferrites. Alors, les ferrites, ce sont des oxydes de fer. Et parfois, même, maintenant, on utilise ce qu'on appelait les alliages de niodyme. Alors là, vous avez une image de certains aimants qui sont fabriqués avec le niodyme. Oui. Ça, vous le connaissez déjà, toujours les aimants, il y a toujours une interaction mutuelle entre les aimants, c'est-à-dire un aimant, il va influencer un autre aimant. Et si vous avez, lorsque
deux pôles de même nom se repoussent, c'est-à-dire le pôle nord avec le pôle sud avec le pôle sud ou le pôle nord avec le pôle nord, il y a une répulsion. Et un pôle sud avec un pôle nord, il y a une attraction. Okay? Alors là, vous pouvez faire une analogie avec les charges. Alors, en électrostatique, vous dites les charges de même type se repoussent et les charges de type différent s'attirent. D'abord, c'est la même chose. L'équivalent pour les charges dans les aimants, c'est les pôles nord et les pôles sud. D'ailleurs, faites attention. Ça, c'est très intéressant parce que je vais le signaler après. Et pour les aimants, on ne peut pas trouver ce qu'on appelait un mono-aimant. Il y a toujours des dipôles magnétiques, c'est-à-dire toujours, à chaque fois que vous avez un objet aimanté, cet objet aimanté doit avoir toujours un pôle nord et un pôle sud. C'est-à-dire, tu ne peux pas y avoir juste un pôle nord ou bien juste un pôle sud. En électrostatique, vous avez ce qu'on appelait les monocharges. C'est les monodipôles électriques. C'est les charges négatives et les charges positives. C'est-à-dire, on peut y avoir juste des charges négatives, on peut y avoir juste des charges positives. On les appelle les monopôles électriques. Alors, faites attention, en magnétisme, on ne peut pas, pour le moment, jusqu'à ici, jusqu'à l'heure, on n'a jamais vu des monopoles magnétiques. C'est-à-dire, toujours, à chaque fois que vous avez un aimant, même s'il est vraiment petit, alors il y a toujours une face qu'on va appeler nord et une face qu'on va appeler sud. Donc, faites attention à ça parce que ça, on va le démontrer après par une équation dite de Maxwell. Donc, l'équation de conservation de flux, on est fait après. OK? Ça, c'est très intéressant parce que le plus important que vous devrez connaître à partir de ça. Donc, pour les aimants, il n'y a pas de monopôle magnétique. Il y a des dipôles magnétiques. À chaque fois que vous avez un aimant, il y a toujours deux pôles. Un dipôle, c'est-à-dire qu'il y a deux pôles. Ce n'est pas comme pour les charges. Pour les charges, vous pouvez y avoir des monopoles et vous pouvez y avoir des dipôles, bien sûr. Pour les charges, il y a les deux. Par exemple, je ne sais pas, la molécule d'eau est un dipôle électrique. Donc, ça, c'est à cause de l'électronégativité. Je pense que vous avez déjà vu ça en chimie. Donc, la molécule d'eau, c'est un dipôle électrique. Mais l'électron, c'est un monopôle. Le proton, c'est un monopôle électrique toujours. Alors que pour les aimants, on n'a pas, jusqu'à ici, il n'y a pas de monopôle magnétique. Okay? Alors là, sur juste là, à titre d'illustration, vous avez le champ, le spectre créé par un aimant. Okay? On va voir ça sur une animation. J'ai une animation là qui va nous permettre. Alors, le spectre, ça veut dire les lignes de champ. Je pense que même en électrostatique, on parlait des lignes de champ électrique. Alors là, on parle là des lignes de champ magnétique. Alors voilà, donc si vous avez un aimant droit, avec son pôle nord et son pôle sud, et vous placez des aiguilles aimantées. Alors les aiguilles aimantées, ce sont des petits aimants. Ce sont des petits aimants. Alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que ces petites aiguilles vont prendre des directions différentes. Alors par exemple, là, cette aiguille que vous avez là, bien sûr, le pôle nord de cette aiguille va s'orienter vers le pôle sud de votre aimant. Okay? Alors, bien sûr, si vous changez l'orientation de l'aimant, l'orientation des aiguilles change, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez influencer les aiguilles en modifiant, donc normalement, en faisant déplacer les aimants. Il y a une interaction. Vous voyez toujours, il y a une attraction des pôles nord vers les pôles sud. Et là, c'est le contraire. Alors là, je peux tracer des lignes qui passent par ces aiguilles-là. Vous voyez que je peux tracer des lignes. Alors là, par exemple, une ligne qui passe par cette aiguille-là. Donc, je peux pas tracer des lignes. Donc, alors, ces lignes-là sont toujours orientées, doivent être toujours orientées dans le sens des aiguilles. Okay? Alors, elles sont orientées dans ce sens-là. Quand vous les voyez déjà là, il y a toujours des flèches. Je ne sais pas si c'est clair là.
Je vais faire un petit zoom là. OK. Alors là, vous pouvez voir des petites flèches là qui vous donnent l'orientation du champ magnétique. Et vous pouvez voir que c'est en effet ces lignes de champ sortent du pôle nord et entrent par le pôle sud. Alors, moi, je vais vous faire une illustration sur, si vous voulez, là. Ouais. J'ai une question concernant l'aimant en nu. Oui, J'ai pas l'aimant compris. droit. Non, l'aimant en nu. J'ai pas compris Alors, la différence entre cet aimant et l'aimant en nu et pourquoi le champ magnétique il est constant dans l'aimant en nu. oui, on va y arriver à ça. OK. Je vais arriver à l'aimant. OK. D'accord, merci. OK, voilà, j'essaie de créer un aimant. OK. Voilà. Alors, normalement, pour les lignes de champ, je pense que j'ai un petit problème sur, donc sur ce logiciel-là. OK. Alors, les lignes de champ, généralement, elles sortent de ce côté-là et elles entrent par l'autre côté. Là. OK? Alors, par exemple, si vous prenez une ligne, on va voir ça. Alors, il est orienté dans ce sens-là. Et puis là, de ce côté-là, il est orienté dans ce sens. Et puis là, je vais avoir une ligne qui va y aller de ce côté-là et qui va y arriver de l'autre côté. C'est-à-dire là, cette ligne-là, c'est la continue de celle-là. Et celle-là, il va y aller jusqu'à l'infini pour revenir de l'infini. Alors là, je vais avoir une ligne qui va y aller là et puis il va y arriver par ce côté-là. OK? Bien sûr, on peut avoir des lignes comme ça. Donc là, qui vont y aller là et pour y arriver. Alors là, pour le vecteur B, il est toujours tangent parce que les lignes de champ, ce sont des lignes qui sont toujours tangents au vecteur. Alors là, le B est là. Par exemple, là, voilà le vecteur B, c'est-à-dire le champ magnétique. Alors voilà le vecteur B. Le vecteur B encore, il est là. Alors ça, c'est les vecteurs B si vous voulez. OK? Il est toujours tangent à ces lignes. Alors, les lignes de champ, en effet, c'est quoi? C'est juste les lignes qui sont tangents en deux points de l'espace. Bien sûr, ça, c'est en 3D. Hein, bien sûr, on doit voir ça en 3D. Donc, les lignes sont toujours tangents en deux points de l'espace au vecteur champ magnétique B. OK? Alors, ça, c'est pour l'élément droit. Donc, je vais revenir sur, là on vous dit ça, les lignes de champ magnétique créées par un aimant sortent toujours du pôle nord et entrent par le pôle sud. Et le vecteur champ magnétique prend la direction d'une aiguille aimantée dans le sens sud-nord. Alors, ça, vous l'avez déjà vu là. Vous voyez que, en effet, là, le champ magnétique, il est dans ce sens. Donc, il prend le sens de cette aiguille aimantée sud-nord. Ce n'est pas très intéressant. L'essentiel, c'est de voir que les lignes sortent du pôle nord et entrent par le pôle sud. Alors, pour l'aimant en U, donc votre collègue vient de poser une question. Alors, tout simplement, si vous avez bien compris le dessin précédent, vous pouvez maintenant voir pourquoi ça. Donc, je vais revenir sur le tableau. Je vais prendre une autre page, si vous voulez, ou bien je vais continuer là. Alors, donc, je vais essayer de dessiner un aimant en U. Excusez-moi. Alors, bien sûr, de ce côté-là, je vais voir le pôle nord et là, je vais avoir le pôle sud. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que les lignes de champ, normalement, ils sortent du pôle nord et entrent vers le pôle sud. Donc, si vous avez une ligne qui sort de ce côté-là, elle va entrer par là. Et ainsi de suite. De pôle nord vers le pôle sud. Voilà. Alors, là, à l'extrémité, je vais voir quelque chose qui fait comme ça. Et après, on va voir là, se font des courbes. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Et bien sûr, là, je vais voir une ligne qui va aller
un peu très loin, il va arriver par là. Et ainsi de suite. Donc là, je vais avoir une ligne qui va aller par là. Il va y arriver par là. OK? Alors, pour celle qui a posé la question, je ne connais pas pour le moment. Alors pourquoi? Alors, c'est pour cela, pourquoi j'ai dit que là, à l'intérieur, le champ B, il est constant. Pourquoi je disais que à l'intérieur, je disais là, à l'intérieur, il est constant. Parce que, qu'est-ce que j'avais dit? C'est quoi un vecteur qui est constant? Un vecteur constant, c'est un vecteur qui garde ses caractéristiques, c'est-à-dire qui garde sa direction, le même sens et la même intensité. Alors là, donc il est clair que la direction, il est la même, le même sens, et on peut mesurer l'intensité et on montre que l'intensité à l'intérieur, elle est la même. C'est à cause de ça, c'est à cause des lignes qui sont là, sous forme de droite. À chaque fois que vous avez des droites à l'intérieur d'un aimant, un champ sous forme de droites, alors là, vous dites que ce champ-là, il est constant. Alors ça, c'est équivalent de quoi? Si vous avez fait attention, ça, c'est l'équivalent en effet, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, d'un condensateur plan. Alors, si vous avez un condensateur avec deux plans parallèles, un qui est chargé positivement et l'autre qui est chargé négativement. Alors, à ce moment-là, le champ électrique à l'intérieur, il est constant. OK? Parce que les lignes de champ, ce sont des droites parallèles là. Voilà, les lignes de champ vont être comme ça. Ça, c'est pour le champ électrique. Alors là, c'est l'équivalent. On appelait ça un condensateur parallèle, un condensateur plan. Alors là, c'est l'équivalent en magnétique. Est-ce que c'est bon? Mademoiselle qui a posé la question. Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, maintenant, donc moi, je ne vais pas faire le test. Je vais vous laisser après de faire le test là. Il y a des questions tout simplement auxquelles vous devrez répondre. Moi, je vais avancer dans le cours. Alors là, maintenant, on va passer à la deuxième source des champs magnétiques. Alors la deuxième source, comme j'ai déjà signalé dans l'introduction, c'est les courants électriques. Et moi, je m'intéresse là juste aux courants électriques qui sont continus, c'est-à-dire qui peuvent être générés par des piles, par des batteries. OK? Je ne m'intéresse pas aux courants alternatifs, aux variables en général. Alors là, faites attention parce que, en effet, avant l'expérience de M. Ørsted en 1820, alors avant cette date-là, les gens ne croyaient pas qu'il y a une liaison entre l'électricité et le magnétisme. C'est-à-dire, les gens qui font l'étude du magnétisme le font séparément de ceux qui font de l'électricité. C'est-à-dire, l'électricité, c'était au début, c'est quelque chose qui est en relation avec les charges, avec les condensateurs, avec les piles chimiques pour les chimistes, qui est M. Volta qui a développé une pile à cette époque-là. Et les gens qui font de magnétisme, ça c'était autre chose. Donc le magnétisme, ce sont des matières qu'on trouve dans la nature et qui nous permet de créer des champs magnétiques. Alors, mais à partir de cette année-là, grâce à cette expérience, qu'on va normalement y avoir une relation pour la première fois entre deux phénomènes physiques qui étaient toujours séparés, le magnétisme et l'électricité. Alors, cette expérience s'appelle l'expérience d'Ørsted. Alors, là, il y a une vidéo qu'on va regarder ensemble et après, on va faire des conclusions. Alors, c'est une expérience qui a été faite par Ørsted la première fois et après a été vérifiée par d'autres physiciens comme Ampère et Faraday. Alors, je vais essayer de… Je pense que vous avez déjà consulté la vidéo. Moi, je vais couper le volume, la voix. Donc. Alors, là, le dispositif, si vous voulez, donc, il est simple. Donc, vous essayez de faire passer un courant électrique dans un fil électrique. Là, vous avez un fil électrique. OK? Ça, c'est un fil électrique. Et donc, on va essayer de faire passer un courant. Alors, comment est-ce que je peux le faire?
tout simplement, donc avec une pile. Avec une pile qui permet de générer un courant. Et puis, il a un interrupteur qui me permet de contrôler le courant. Et puis, je vais utiliser une aiguille aimantée qui va me permettre d'avoir s'il y a la création ou non d'un champ magnétique. OK? Donc là, vous avez l'interrupteur. Là, c'est la pile qui permet de générer le courant. On va placer l'aiguille sous la ligne directement. Initialement, l'aiguille est aligné. Il est aligné à cause de champ terrestre, de champ magnétique terrestre. Et après, lorsque vous faites passer un courant électrique dans le fil, vous voyez qu'il y a une déviation de cette aiguille. Alors, la déviation, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Essayez de penser un peu. La déviation signifie quoi? Alors, si vous inversez le courant, c'est-à-dire au début, le courant il est dans ce sens. Maintenant, on va inverser le courant, il va aller dans l'autre sens, dans ce sens-là. Alors, vous voyez que l'aiguille va être déviée dans l'autre sens. OK? Alors, dites-moi, s'il vous plaît, ça signifie quoi la déviation de l'aiguille aimantée? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Essaye d'intervenir. C'est mieux d'intervenir, de ne pas juste être des spectateurs. Je pense qu'il y a une relation entre le courant électrique et le champ magnétique. Oui, très bien. Oui. On est en train de savoir ce qu'il y a en relation. Mais qu'est-ce que ça signifie la déviation d'une aiguille aimantée? Ça veut dire le courant crée un champ magnétique. Le courant dans ça veut dire, donc, ça veut dire qu'il y a, lorsque l'aiguille est déviée, ça veut dire qu'il y a la présence d'un création d'un champ magnétique. Très bien, monsieur. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la création d'un champ magnétique. Une aiguille aimantée ne peut dévier que lorsqu'il est placé dans un champ magnétique. Et bien sûr, devient ce champ magnétique parce qu'à l'état initial, il n'y a pas de déviation. Après la fermeture de l'interrupteur, il y a une déviation. Donc, on conclut directement que ce champ électrique a été créé par le courant électrique qui est parcouru dans le fil électrique. Donc, comme conclusion, quand vous faites passer un courant électrique dans un fil électrique, vous créez un champ magnétique à l'extérieur du fil. OK? C'est à l'extérieur, pas à l'intérieur. Faites attention. Donc, quand vous faites passer un courant électrique à l'intérieur d'un fil électrique, vous créez un champ magnétique à l'extérieur. Ça, c'est très, très intéressant. Et en effet, ça va nous permettre de faire une liaison entre électricité et magnétisme. Okay? C'est la première fois, c'est l'expérience zéro en effet, qui a montré qu'il y a une relation directe entre le magnétisme et l'électricité. Et faites attention là, quand je dis un courant électrique, je dis des charges en mouvement. Alors faites attention parce que le champ électrique que vous avez étudié en S2 a été créé, se crée tout simplement par des charges qui ne sont pas forcément en mouvement. Ce sont des charges qui sont au repos, statiques. Bien sûr, vous pouvez le créer par des charges en mouvement, mais ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire, pour créer un champ électrique, il suffit d'avoir des charges. Pour créer un champ magnétique, il faut que ces charges-là soient en mouvement. C'est-à-dire, c'est un courant électrique. Parce que quand vous dites un courant électrique, ce sont des charges en mouvement. Là, dans la vidéo, là, il y a des charges qui se déplacent le long du fil et ces charges-là vont créer un champ magnétique. Alors, la conclusion de cette expérience, c'est qu'un courant électrique, donc des charges en mouvement, crée un champ magnétique. Alors, maintenant, alors là, vous avez des exemples. Alors là, je prends toujours l'exemple de fil électrique qui est parcouru par un courant. On peut faire une petite expérience en utilisant l'émail de fer, alors la poudre de fer. Là vous avez, si vous avez de l'émail de fer à côté d'un fil électrique, donc au début, il n'y a pas de courant électrique. L'émail, il est distribué d'une manière uniforme. Alors, quand vous faites passer un courant électrique dans le fil, vous voyez que l'émail de fer va créer
des cercles. Donc, il va créer des petits cercles. OK? Alors, et ça signifie que le courant électrique va créer un champ magnétique. Et en effet, ces cercles-là, ce sont des lignes de champ magnétique. Et si vous placez des aiguilles autour de ces fils-là, on va voir que tous ces aiguilles-là vont prendre des orientations d'une manière à ce que je peux tracer des cercles autour de ce fil électrique. Okay? Alors là, c'est pour un fil électrique. Alors, jusqu'à ici, on est en train de parler de côté expérimental. Alors, maintenant, pratiquement, comment est-ce que je peux déterminer le sens et la direction de champ magnétique? OK? Alors, je vais vous donner certaines règles. Par exemple, là, dans le cas d'un fil, d'un fil électrique, supposons que vous avez un fil électrique qui est parcouru par un courant électrique I. Et vous avez un point de l'espace M, là, M, et vous voulez savoir quelle est la direction, quel est le sens de champ magnétique à ce point-là. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des règles. Hein? Il y a des règles. Alors, dans cette situation-là, je vous conseille d'utiliser soit la règle de bonhomme d'Ampère ou bien la règle de la main droite, tout simplement. Alors, moi, je vais commencer par la règle de bonhomme d'Ampère. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, cette règle-là? Alors, en effet, le bonhomme d'Ampère, vous devrez imaginer un homme. Donc là, je peux imaginer quelqu'un qui est là, comme ça. OK? Alors, le courant électrique doit parcourir le bonhomme d'Ampère des pieds jusqu'à la tête, donc dans ce sens. OK? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas imaginer que le bonhomme d'Ampère est dans cette situation. OK? Alors, pour y avoir cette situation-là, il faut que le courant est dans l'autre sens. Si vous avez un courant dans ce sens, alors le bonhomme d'Ampère, je dois le prendre inversé, comme ça. Alors, moi, je suis dans cette situation-là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Le bonhomme d'Ampère doit essayer de voir vers le point. C'est-à-dire, il va essayer de voir vers le point. OK? Essayez d'imaginer cette situation-là. Et après, il va signaler la direction de champ magnétique avec la main gauche. OK? Il va prendre la main gauche, il va dire, voilà, ça c'est le champ magnétique. Donc, il va signaler avec sa main gauche le champ magnétique. Alors, essayez d'imaginer ça. Donc, si vous imaginez en effet vraiment ça, qu'est-ce que je peux y avoir? On va y voir que le champ magnétique au point M va être à l'intérieur de cette feuille-là, de cette page. C'est-à-dire il va être comme ça. Okay? Le champ magnétique va être dans ce sens. Vous pouvez l'imaginer. Okay? Je vais refaire un autre schéma. Supposons, voilà encore le courant. Si vous êtes de ce côté-là, voilà un point M. Et vous utilisez la règle de bonhomme d'Ampère. Alors, le bonhomme d'Ampère, donc, il va se situer, donc, se placer parallèlement au fil. Voilà. Donc, il va viser, voir le point M et avec sa main gauche, voilà la main gauche, il va signaler le champ. Alors, le champ, à ce moment-là, ça va être vers vous. Donc, ça, voilà le champ B dans cette situation. Alors, parfois, vous dites que ça, c'est très compliqué, mais faites attention. La règle de bonhomme d'Ampère, c'est une règle qui est très, très précise, qui permet vraiment de déterminer la direction de champ magnétique dans les situations qui sont vraiment difficiles. Alors, je vais vous donner une règle qui est simple à celle-là. Alors, c'est en effet ce qu'on appelait donc, la règle de la main droite. Alors, la règle de la main droite, ça c'est difficile à expliquer en ligne, mais essayez de viser ma caméra. Donc, essayez de voir la caméra. Donc, moi, je vais essayer pour que vous puissiez le faire. Voilà. Donc, je vais agrandir la caméra. Alors, là, c'est en effet, vous devrez utiliser la main droite. Donc, voilà la main droite. OK? Donc,
le pouce, il est orienté dans le sens de courant et en effet, le reste des doigts vont signaler comment se comporte le champ électrique par un fil. Alors, si vous avez un fil qui est droit, alors les lignes de champ vont créer des cercles dans le sens de des doigts. Donc, faites attention, essayez de faire ça avec la main droite et vous voyez à ce moment-là que là, je vais voir en effet des cercles. Et vous voyez que de ce côté-là, je vais avoir le champ. Donc, des cercles qui sont orientés de cette manière. De ce côté-là, je vais voir le champ qui entre. Et de ce côté-là, je vais voir le champ qui sort. Et là, de ce côté-là, je vais voir un champ qui est tangent dans ce sens. Et là encore, c'est un champ qui est tangent dans ce sens. Et ainsi de suite. Alors, en effet, ce sont des cercles. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur ça, mais ça c'est très intéressant pour la détermination de vecteurs champ magnétique. Oui, est-ce que vous avez des questions jusqu'à ici? Oui. Pour le vecteur de champ électrique, est-ce que tu as déjà donné ou là, La direction, le sens. Oui, le sens. Oui, non, tout ce qu'on vous donne, c'est le sens de courant. C'est-à-dire c'est à partir du sens de courant que vous devrez utiliser ces deux règles, l'un de ces deux règles pour déterminer le sens. Oui, d'accord. Généralement. Après, je vais vous montrer d'autres méthodes. Lorsqu'on va faire la loi de Biot-Savart, qui permet de calculer l'expression, de trouver l'expression de champ magnétique, on va voir qu'on peut trouver la direction et le sens du champ magnétique directement par le calcul vectoriel. Parce qu'on va voir que la formule de Biot-Savart, c'est une formule qui permet d'exprimer un vecteur. Et donc, je peux faire un petit calcul comme un mathématicien. Je ne vais pas m'intéresser à la figure et je vais faire des calculs et après je vais trouver la direction dans un repère bien choisi. Donc, vous choisissez un repère, soit polaire, soit par exemple dans cette situation-là, vous travaillez dans la base cylindrique et vous essayez de montrer que en effet, ça, dans cette situation-là, on va revenir ça. Si vous choisissez une base cylindrique là, alors on va voir que B, en effet, il est dans le sens, il est parallèle à θ. Je ne sais pas ce que vous le voyez ou non, parce que là, si vous choisissez une base cylindrique, alors là, ça va être EZ, celui-là va être ER, je suis à ce point-là. Et donc, Eθ, il est à l'intérieur. Et là, vous voyez que P, à ce point-là, il est dans le même sens que Eθ. De ce côté-là, je vais avoir EZ dans ce sens, ER dans ce sens, et Eθ, c'est vers vous. Alors, B, il est toujours dans le sens de Eθ. Ça, on va le faire dans les télés, dans les exercices. Mais faites attention, parce que quand on vous demande de déterminer la direction et le sens d'un vecteur dans un exercice, il faut donner la direction dans un repère. Donc, il faut dire, voilà, il est parallèle à Eθ, ou bien à ER, ou bien à EZ. Alors là, je vous montre juste la méthode. Et normalement, il faut le déterminer par rapport à un vecteur. Est-ce que c'est clair, Fatima? Oui, c'est clair. Ok, très bien. Les autres, vous avez des questions, non? Alors, encore des exemples. Alors là, vous avez une spire, le cas d'une spire parcourue par un courant, et vous avez le cas d'un solénoïde. Je vais essayer de vous donner ça, de déterminer ça. Alors, vous avez une spire, voilà une spire qui est parcourue par un courant I. Voilà. Alors, dites-moi, le champ magnétique, il est dans quel sens? Maintenant, dans ce point, par exemple, vous êtes là. À ce point-là, voilà le point M, ou bien c'est le point O. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit utiliser de préférence? Ouais. Règle de la main droite. De la main droite. Oui. Oui, c'est mieux la main droite. OK? Alors, pour la main droite, je ne sais pas si vous voyez ça sur la caméra. Je vais essayer de vous montrer ça sur la caméra. Alors, je suis allé, vous voyez désactiver ton micro ou bien je vais le désactiver moi-même? Parce qu'il y a de l'écho.
OK? Je pense que maintenant, c'est bon. Alors, le problème, c'est que lorsque vous laissez un micro qui est ouvert, il y a de l'écho. Moi, il y a de l'écho qui revient. Donc, alors, je ne sais pas si vous me voyez sur la caméra maintenant. Je pense oui. Alors là, si vous rappelez bien le courant électrique, il était dans ce sens. OK? Je pense, non? Le contraire, là? C'était dans ce sens? Oui. Alors, ça veut dire que ça va donner… Alors, il y a un petit problème parce que la caméra, il est en mode miroir. Donc, il y a un petit problème. C'est parce que vous voyez la même chose. Oui. Alors, je ne sais pas ce que j'ai choisi comme sens, mais vous utilisez donc vous faites de cette manière. Alors, les doigts, là, les doigts, c'est dans le sens du courant. Là, c'est dans le sens du courant. Donc, et ça va donner le sens de champ. OK? Alors, pour que je puisse voir si vous avez bien compris ou non, vous me dites. Alors, sur ce schéma-là, alors, voilà. Est-ce que je vais avoir le premier choix 1 ou bien le deuxième choix 2? Est-ce que c'est 1 ou c'est 2? Ça, c'est 1, c'est 2. Dites-moi. C'est 2. Le deuxième choix. Le deuxième. Le choix 2. Première, 1, monsieur, 1. Le 1. Choix 1, parce que… Essayez d'utiliser la main droite, pas la main gauche. Le deuxième. Le deuxième choix. Le deuxième. Oui. Premier choix. Premier, monsieur. Parce que la main droite est… Premier choix. Premier choix. 3 personnes qui m'ont dit le premier choix, 2 personnes qui me disaient la deuxième. Les autres. La deuxième choix. La deuxième, 3. Premier choix. 3. Première, 4-3. Alors, ça, c'est simple. Il ne faut pas se tromper. C'est simple, c'est très simple. Le premier choix. Ah, c'est le premier choix. C'est le premier choix. Faites attention. C'est le premier choix. C'est le premier choix. Ouais. Voilà. Le champ, il est dans ce sens. Comme ça. Essayez de le vérifier. OK? Alors, il y a une autre règle là que je peux utiliser. Il y a une deuxième règle. OK? Qu'on appelle la règle de tire-bouchon. Je vais aller sur la caméra pour que je puisse… Vous voyez? Alors ça, on appelle ça le tire-bouchon. Je l'ai acheté hier juste pour vous expliquer cette règle-là. Alors ça, c'est le tire-bouchon qui permet d'ouvrir des bouteilles. OK? Alors là, c'est… quand vous faites ce mouvement-là, en effet, vous fermez. OK? Alors, dans la situation qu'on est, on va faire un mouvement dans quel sens? Je vais faire un mouvement, c'est comme j'ouvre. Parce que le courant, dans ces situations, c'est comme je fais un mouvement de verre. Donc, je vais ouvrir. OK? Et ça va donner que celui-là va se déplacer dans ce sens. Quand vous faites ce mouvement, ça déplace dans ce sens. Si vous faites ce mouvement, alors ça déplace à l'intérieur. Vous fermez. Le tire-bouchon. Essayez de l'imaginer avec la main. Essayez de le faire. Et de l'appliquer à la situation dans laquelle on est. Alors, dites-moi là si vous appliquez le tire-bouchon. Est-ce que c'est bon ou non? Ouais? Est-ce qu'on est en train d'ouvrir ou de fermer? Oui, oui. Non, Oui. on ouvre, c'est comme ouvrir une bouteille. Alors, ça va donner, ça veut dire que le bouchon va se déplacer vers vous. OK? Donc, ça, c'est bon. On n'est pas trompé là. Est-ce que vous pouvez utiliser le bonhomme d'Ampère? Ouais. Non. C'est difficile à imaginer, mais on peut l'utiliser. Non. On peut l'utiliser. Alors, le bonhomme d'Ampère, il va se placer là. Comme ça. Ouais. C'est bon, non? Comme ça. Oui. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il va Voir le point. essayer de voir le point haut. OK? Oui. Il va essayer de voir le point haut. Et à ce moment-là, essayez d'imaginer que les yeux ils sont de l'autre côté. Les yeux, ce sont de l'autre côté. Ah, donc, celle-là, c'est quoi? C'est la main gauche ou c'est la main droite? C'est la main gauche. Gauche. La main gauche. Faites attention parce que les yeux sont de l'autre côté. Donc, il va le signaler avec sa main gauche. Il va vous dire, voilà, le champ, il est dans ce sens. L'astuce, c'est là, c'est de savoir où il est la main droite de monsieur Ampère. La main gauche, pardon. Parce qu'il doit
orienter ses yeux vers le point. OK? Et donc, voilà, il va vous dire c'est dans ce sens. Alors, vous utilisez la première règle, la deuxième, la troisième, c'est toujours le même résultat. Dites-moi, pour cet exemple, la règle la plus simple. La bonne. La règle de la main droite. La règle de la main Tire-bouchon. droite. La règle de la main droite. La main droite. Oui, c'est la tire-bouchon, c'est Le tire-bouchon, encore, c'est bon. Le tire-bouchon, encore c'est bon. Oui, le tire-bouchon ou bien la main droite, les deux. Là, dans cette situation-là, les deux marchent très bien. Mais pas le bonhomme d'ampère. Le bonhomme d'ampère, là, c'est difficile. Alors maintenant, si vous avez un solénoïde, c'est toujours la même chose. Alors, un solénoïde, c'est un enroulement de spire. Alors, si vous avez un courant, donc je vais choisir le même sens qu'avant. Donc, vous avez un courant comme ça. OK. OK. Alors, encore là, vous faites la même règle et vous voyez que le champ magnétique va être dans ce sens. Parce qu'on est dans la même situation qu'avant. Okay? Vous utilisez là le tire-bouchon. Soit vous utilisez le tire-bouchon ou vous utilisez la main droite. Alors là, la main droite, elle est vraiment intéressante parce que les doigts vont être parcourus par le courant. Chaque doigt de vos doigts, il est parcouru par un courant. Les doigts, là, vous pouvez les doigts de la main droite, c'est comme des spires. Chaque doigt, il est parcouru par un courant et le pouce va vous donner le sens de champ magnétique. OK? Alors, je vais revenir sur le cours, espérons que vous n'avez pas de questions sur ça. OK. Alors, revenons sur ce problème de la bobine. Alors, moi, je pense qu'il y a une animation là. Est-ce que je l'ai raté ou quoi? Animation de… Voilà, il y a une animation. Ah non, pardon. Pardon, l'animation, elle est là. Donc, je vais revenir. Alors, il y a une animation pour la bobine. Alors, voilà, vous avez une animation. Là, vous avez un solénoïde. Alors, je vais le connecter à mon générateur. Je vais augmenter donc le courant là. Voilà. Et vous voyez que là, il y a une aiguille montée qui s'oriente. Il va s'orienter. Alors, d'après cette orientation, vous voyez que le champ magnétique est dans ce sens. Je ne peux pas écrire sur cette là, mais il est dans ce sens. Ça veut dire c'est de la bobine vers l'aiguille, dans ce côté-là. Alors, vous pouvez le voir. Voilà, le vecteur B. Voilà, il est dans ce sens-là. Okay? Alors, pourquoi? Vous pouvez le voir vous-même. Moi, je vais supprimer le vecteur. Je vais donner le sens de courant. Voilà le courant. Je pense que vous le voyez très bien, le courant, la circulation de courant. Vous utilisez quoi? La main droite directement et vous avez le sens. Si vous avez la main droite, les doigts sont orientés vers l'écran. Vous orientez vos doigts vers l'écran et vous avez le sens de champ magnétique exactement comme il est indiqué là. Alors, vous pouvez voir que si j'inverse le courant, si vous inversez le courant, alors vous avez le sens inverse. Alors là, vous avez, c'est comme l'exemple qu'on a traité sur le tableau blanc. Quand vous voyez l'aiguille là qui change d'orientation. Le rouge, maintenant, il est orienté dans ce sens-là. OK? Alors, restez, je pense, quelque chose à dire. Alors là, si vous essayez d'imaginer la bobine maintenant là, vous voyez que normalement pour la bobine, je vais le refaire ça. Voilà, en effet, un solénoïde. Alors, vous avez le courant, voilà le courant. Alors, vous voyez que de ce côté-là, je vais voir le vecteur B dans ce sens. Là, c'est dans ce sens. Alors, si vous essayez de dessiner les lignes de champ, on va voir qu'il y a des lignes comme ça. Donc, la première ligne de champ, elle est orientée dans ce sens. On va voir qu'il y en a d'autres lignes qui sont orientées de cette manière-là. Une ligne qui est orientée de cette manière, ainsi de suite.
OK, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Vous pouvez imaginer là que ça, c'est équivalent de quoi? C'est équivalent à un aimant droit. C'est comme un aimant droit. De ce côté-là, vous avez le pôle nord parce que les lignes de champ sortent du pôle nord. Et de ce côté-là, vous avez le pôle sud parce que les lignes sortent du pôle sud. Et donc, la bobine, en effet, elle se comporte comme un aimant avec un pôle nord et un pôle sud. Et donc, cette face-là, la face que vous avez de ce côté-là, vous pouvez le voir, c'est comme ça, voilà. Cette face-là, c'est la face nord. OK? Et la face que vous avez de ce côté-là, vous pouvez le voir en 2D, comme ça, c'est la face sud. Et vous voyez que le S, en effet, il indique le sens de courant. Encore le N là, il indique le sens de courant. OK? Donc là, vous avez la face nord et là, vous avez la face sud. Et vous voyez que les S et le N indiquent déjà le sens de courant. OK? Alors, je vais revenir sur le cours. Alors, faites attention. Donc, on va faire des approximations. Alors, lorsque vous avez un sonoïde qui est très, très lent, c'est-à-dire, parce que pour un sonoïde, vous avez toujours le rayon. Là, vous avez le rayon R. Et puis, vous avez la longueur. OK? La longueur L. Alors, lorsque elle est très supérieure à R, généralement à dr, vous dites que ce sonoïde-là, vous le considérez comme un sonoïde infini. Vous dites que ça, c'est un sonoïde infini. Ou bien, on dit très, très lent. C'est infini. Et on va montrer après que si c'est le cas, à ce moment-là, on va montrer dans le cours suivant qu'à l'extérieur, le champ va être nul et à l'intérieur, le champ va être constant. Ça veut dire, d'abord, déjà, il est clair là, vous voyez que là, vous avez des lignes qui sont parallèles. Et donc, je peux dire qu'à l'intérieur là de sonoïde, à l'intérieur, le champ magnétique, il est uniforme, alors que là, à l'extérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, on va le montrer après lorsqu'on va calculer le champ créé par une bobine. Mais on ne fait pas de calcul, maintenant on fait une étude qualitative et pas quantitative. Lorsqu'on va faire les calculs, on va montrer ça. Okay? Alors, il y a un autre montage que vous devrez encore avoir, c'est ce qu'on appelait les bobines d'Helmholtz. Alors, les bobines d'Helmholtz, c'est tout simplement un assemblage de deux bobines qui sont plates. On appelle ça des bobines plates. Pourquoi les bobines plates? Parce que la longueur, elle est très, très petite devant le rayon. Là, c'est le contraire. Alors, si vous avez R qui est très supérieur à N, à ce moment-là, vous dites une bobine plate. Et vous le considérez comme une spire. C'est comme plusieurs spires, mais qui prennent la forme d'une spire. On appelle ça une bobine plate. Alors, ces bobines plates, il y a une situation où la distance entre les deux bobines est égale exactement au rayon. À ce moment-là, vous dites que ça, c'est le montage d'Helmholtz. Alors ça, on va le traiter dans le TD et on va montrer qu'entre les bobines, à l'intérieur des bobines, là, le champ, il est uniforme. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on l'utilise au laboratoire pour créer des champs uniformes. Parce qu'au laboratoire, parfois, on aurait besoin de faire des expériences dans un champ magnétique qui est uniforme. Alors, le choix, pour la méthode la plus simple pour créer un champ uniforme au laboratoire, c'est de créer un champ avec les bobines d'Helmholtz, c'est-à-dire avec deux bobines qui sont placées à une distance R est égale au rayon, et à l'intérieur, je peux faire une expérience dans un champ magnétique uniforme. Okay? Alors, je pense que je viens de terminer cette première partie du cours. Peut-être que je vais commencer la deuxième, mais on va ouvrir une discussion, si vous voulez, de 5 minutes. Alors oui, si vous avez des questions.
Dites-moi. Oui, à propos de ce qu'on a fait jusqu'à ici, pas grand-chose parce que pour le moment, c'est juste on fait une introduction. Monsieur, pour la règle de la main droite, est-ce que le courant sort de pouce vers et les doigts dans le sens de champ magnétique ou bien le contraire? Le contraire, les doigts, c'est pour les doigts, c'est pour le courant, et le pouce, c'est pour le champ. Ouais, donc c'est bon, donc tu as essayé, ça marche très bien. Les doigts, c'est pour le courant. Les doigts, c'est pour le courant. Oui, d'autres questions? Non? Pas de questions? C'est bon? Alors, Yasmine me disait, on a fait le contraire. On a fait le contraire, donc pourquoi? Ah bon, oui. Oui, oui. On a fait le contraire pour le fil, mais ça marche encore, oui, oui. Ça signifie que ça marche dans les deux situations. Moi, je vais remodifier ma réponse pour mademoiselle Louis-Am qui a posé la question. Ça marche dans toutes les situations, c'est-à-dire même si vous inversez, ça ne va pas poser un problème. OK? Ça ne pose pas de problème. Parce qu'on a fait le contraire très bien, Yasmine, pour le fil, et ça marchait très bien encore. OK? Mais pour l'aspire, c'est difficile de faire le contraire. OK? C'est difficile. Pour l'aspire, on ne peut pas faire le contraire. Mais pour le fil, oui, on a fait le contraire, oui, et ça marchait très bien. C'est-à-dire, pour le fil, pourquoi? Parce que pour le fil, c'est le champ qui tourne, alors que le courant, il est droit. C'est pour ça que j'ai fait le contraire. C'est bon, oui, c'est bon, Yasmine. Alors, passons, maintenant, je vais mettre fin à cette leçon. Et je vais passer vers la deuxième, leçon 2, force magnétique. Alors, si vous voulez, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous voulez qu'on avance un peu ou on arrête là? Parce qu'il reste encore du temps. On avance. On avance un peu. On peut avancer? Ok, On peut avancer. Ok, très bien. Oui, monsieur. Alors, supposons, donc, je vais commencer par, je pense, par la vidéo ou bien je vais commencer par l'animation. Je vais commencer par l'animation, c'est mieux. Et après, je vais revenir sur le résumé. Alors là, vous avez une charge. Je peux paramétrer la charge là. Donc la charge, c'est un E. Donc ça, c'est un proton. Un E, c'est un proton. Donc Q est égal à 1, c'est un proton. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer dans cet espace un champ magnétique selon l'axe des X. Voilà. Un champ magnétique. Voilà. Je vais créer un champ magnétique selon l'axe des X. Donc, il n'y a rien, il ne se passe rien pour le moment. On ne voit rien. Alors maintenant, je vais donner, avant de commencer, je vais donner une vitesse à cette charge. Je vais donner à cette vitesse une vitesse initiale. Voilà. Je vais donner une vitesse initiale à cette charge-là. Et puis, je vais commencer. Et voilà ce que vous voyez. Donc ça, vous pouvez le voir dans les différents plans. Voilà ce que vous voyez dans ce plan-là. C'est un cercle. Donc, vous voyez que cette particule chargée fait un mouvement circulaire. Donc, il y a deux conditions pour le faire. D'abord que cette charge-là possède déjà une vitesse initiale, il est placé dans un champ magnétique et il est chargé. Parce que faites attention, si vous avez une charge nulle, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je vais voir? La charge va continuer tout droit. Pourquoi? Parce qu'il possède une vitesse initiale. Ça veut dire là, il ne va pas être influencé par le champ. Donc, faites attention là parce que la charge là, il possède déjà une vitesse initiale. Le fait qu'il va continuer en ligne droite, ça signifie que le champ magnétique ne va pas influencer cette particule. Et pourquoi? Parce que j'ai pris une charge nulle. Et donc, le champ magnétique B ne peut influencer que les particules chargées, les électrons et les protons, par exemple. Alors,
il doit bien avoir une vitesse initiale parce qu'au début, quand j'ai pris une vitesse nulle, même si la particule est chargée, je ne vois rien. Il n'y a rien. Donc, il faut y avoir une vitesse initiale. Maintenant, si vous prenez par exemple une vitesse dans le sens de Z, je vais voir autre chose. Voilà, un cercle. Si vous inversez la charge, je vais avoir un cercle dans l'autre côté. Si vous augmentez la masse, je vais avoir une modification de la trajectoire, et ainsi de suite. Si vous avez des frottements, voilà qu'est-ce qui se passe. Vous allez avoir un mouvement qui va être atténué. Là, c'est à cause des frottements, et ainsi de suite. Alors, quand vous dites, faites attention là, parce que ça signifie quoi? Ça, c'est un mouvement de quel type? Est-ce que vous pouvez me dire, ça, c'est quel type de mouvement? Vous l'appelez comment ça en mécanique? Ouais. Mouvement circulaire uniforme. Circulaire uniforme. Alors, Circulaire. il est circulaire uniforme, mais en général, il est circulaire uniforme, on va le montrer, oui. Mais en général, ça, c'est quoi? C'est un mouvement comme celui des planètes. On l'appelle un mouvement Circulaire. plus que ça. Orbital. Orbital, non. Central. Un mouvement central, non. En mécanique, vous parlez de l'accélération centrale, des forces centrales, non? Ah oui. Oui, oui. On peut dire que ça, c'est un mouvement central. Alors, Oui. ça veut dire que d'abord, pour que je puisse y avoir cette trajectoire, ça veut dire qu'il y a des forces, non? Parce que parce que faites attention là, quand la charge, il n'y a pas de charge, le mouvement, il est rectiligne uniforme. OK? Ça veut dire quoi, il est rectiligne uniforme? Pourquoi on est rectiligne uniforme dans ces situations? Le principe d'inertie, c'est-à-dire il n'y a pas de force extérieure à une particule qui possède une vitesse initiale. Sur le principe d'inertie, il va continuer en ligne droite avec une vitesse uniforme. Ça, c'est le principe d'inertie. Quand la particule est chargée, vous voyez qu'il y a une modification de la trajectoire. La trajectoire n'est plus rectiligne. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des forces extérieures. Et cette force extérieure vient de quoi, à votre avis? Le champ magnétique. Champ magnétique. Très bien. Ça veut dire, lorsqu'une particule est placée dans un champ magnétique, il va être soumise à une force. C'est-à-dire que le champ magnétique, en effet, il va créer une force magnétique. Attention, parce que en électrostatique, vous avez parlé de champ électrostatique et de la force électrostatique. Donc, c'est-à-dire les charges qui sont dans les champs électriques, ils sont soumises à une force électrique. Monsieur, Quelqu'un qui a activé son micro. Oui. Oui. est-ce qu'ici, il y a une action de la force électrique? Là, moi, j'ai désactivé le champ électrique. Si vous voyez très bien là, j'ai pris un champ électrique nul. Mais je peux prendre les deux. Si vous prenez les deux, vous voyez quelque chose qui est un peu compliqué. Hein? Vous voyez la trajectoire? Alors là, vous avez la combinaison des deux. Moi, j'ai pris un champ électrique nul pour ne pas y avoir l'influence du champ électrique. OK? Alors, on va faire des conclusions. Donc, on a dit qu'une charge, lorsqu'une charge est placée, une particule chargée qui possède une vitesse placée dans un champ magnétique, elle est soumise à une force. Cette force, on l'appelle la force de Lorentz. C'est la force de Lorentz. En effet, la force de Lorentz, c'est la somme des deux. C'est la force électrique plus la force magnétique. Mais maintenant, moi, je vais m'intéresser à la contribution du champ magnétique. On l'appelle la force de Lorentz. Et c'est une force qui s'applique aux particules chargées. Il s'applique aux particules qui sont en mouvement.
qui possède déjà une vitesse. Et on voit que dans certains cas, par exemple, là, le mouvement, il est central. Okay? Alors, par exemple, là, je peux imaginer, si vous voulez, est-ce que vous pouvez imaginer la direction de la force? Est-ce que vous pouvez me dire la direction de la force dans cette situation? J'ai déjà dit que la force, elle est centrale. Et donc, vers le centre. Vers le oui, centre. il est orienté toujours, Vers le centre. il est perpendiculaire à la trajectoire, et il est orienté vers le centre. de la trajectoire. Oui, très bien. Le centre Alors, de... oui, vous pouvez l'imaginer si vous voulez là. Alors, si vous avez fait attention là, je peux faire un schéma. Alors, voilà la trajectoire. Pardon. Je vais prendre un cercle mieux. On va essayer de voir quelle est la relation entre la vitesse et la force et le champ magnétique. OK? On va essayer. Voilà. Alors, à un point donné, si vous êtes sur ce point, par exemple, là, alors la vitesse, elle est tangente, par définition, toujours la vitesse, elle est tangente. OK? Le champ magnétique dans la situation, là, dans cette animation, il est perpendiculaire en deux points. Donc, je peux l'imaginer là, comme ça, par un cercle. Voilà. Qui est orienté vers vous. Vous êtes d'accord? Ça, c'est B. OK? Alors, maintenant, à votre avis, vous dites que la force est où? La force elle est centrale, elle est orientée dans ce sens. Ça, vous le dites vous-même. OK? Ça, c'est la force. Ça, c'est F. Ah, qu'est-ce que vous pouvez constater là? Qu'est-ce que vous pouvez constater? Et la force est perpendiculaire sur le plan de VP. Essayez pas de parler ensemble. Oui? Que la force est perpendiculaire sur le plan VB. Très bien. Elle est perpendiculaire au plan formé par V et B. Très bien. Et comment j'obtiens le sens? Est-ce qu'on parle le produit vectoriel V fois B ou B fois V? V fois B, le premier fois deuxième. Ouais, donc c'est V fois B. Vous pouvez voir que, en effet, là, vous pouvez utiliser, c'est une règle que vous utilisez, je pense, en mécanique. Si vous utilisez le turbo-champ de V vers B, vous voyez que c'est vers le bas. Ah, Ouais. le bas. Donc, je peux dire que F, la force F, en effet, il est proportionnel au produit de V vectoriel B. Déjà, à partir de ça. OK? Il est proportionnel. Il est proportionnel parce que ce n'est pas égal, mais c'est proportionnel. C'est-à-dire, c'est le sens et la direction qui sont dans son direction. OK? Alors, si vous avez fait attention dans la simulation, la force F augmente avec quoi? Comment est-ce que je peux augmenter la force? Par exemple, si j'augmente la charge, si vous augmentez la charge, voilà ce que vous avez. Maintenant, est-ce que j'ai une force plus grande ou plus petite? La charge électrique. Plus petite. Hein? Plus grand. Très bien. C'est plus grand. Ça veut dire, en effet, s'il n'y a pas de force, l'électron va y aller il va s'éloigner. Plus il va faire une trajectoire très réduite. Ça veut dire que la force est très forte. Elle est très forte là. Très bien. Oui. Ça veut dire que cette force-là augmente avec la charge. Et donc, la force F, elle est proportionnelle à la charge encore. Donc, le module, il est proportionnel à la charge. Et donc, puisqu'il est proportionnel à ça, il est proportionnel à Q, donc il est proportionnel au produit des deux. C'est-à-dire, il est proportionnel au produit de ça. OK? Alors, il y a encore une chose, c'est que
si vous augmentez la masse, qu'est-ce que je vais avoir à votre avis? Ouais? Rien. Densité. Essayez de penser. La vitesse. Rien. Alors, faites attention. Là, on a augmenté la force, on a augmenté encore l'accélération. Oui. Ah, l'accélération. Oui. Alors, maintenant, si vous avez... Alors, j'ai fermé le tableau blanc, quoi. Oui, je pense que j'ai... Là, non, il est là. Alors, quand vous augmentez la masse, est-ce que je vais augmenter... Donc, faites attention. Qu'est-ce que je vais avoir? Parce que F est égal à M gamma. Là, il faut comprendre l'inertie. Est-ce que ça va être quand vous augmentez la masse, c'est-à-dire vous augmentez l'inertie de la particule, non? Vous êtes d'accord? Oui. Vous augmentez son inertie. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, il serait plus difficile de dévier la particule, c'est plus simple de la dévier? C'est plus difficile. C'est difficile, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va faire la particule? Est-ce qu'il va s'éloigner ou il va se rapprocher? Se Facilement. rapprocher. Elle va s'éloigner. Elle va s'éloigner parce que S'éloigner. il possède déjà une vitesse V, il possède une inertie très très grande. Donc c'est difficile de modifier la trajectoire. Donc il va faire une trajectoire plus grande. Okay? Faites attention. Si vous avez, voilà ce qu'on va avoir. Donc plus vous avez une masse, donc il va y aller. C'est difficile de modifier la trajectoire. Okay? Donc là c'est juste une question d'inertie. Plus la particule est lourde, plus c'est difficile de changer, de modifier le mouvement. Et donc, la force que vous appelez, l'accélération va être réduite. Vous réduisez l'accélération. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas, parce que l'accélération, c'est le taux de modification. C'est la modification. Puisqu'on ne peut pas modifier rapidement, simplement, donc ça va donner une trajectoire très, très lente. Alors, parfois, donc, on peut y avoir des mouvements assez compliqués. Par exemple, ça, si vous avez... OK, alors voilà. Si vous donnez une vitesse dans ce sens-là, voilà ce que vous voyez. Donc là, vous avez un mouvement qui est un peu différent parce que je donne une vitesse encore dans le sens du champ magnétique. OK? Alors là, vous avez quelque chose d'un peu bizarre. Alors là, on peut avoir des mouvements. Ça, c'est un mouvement hélicoïdal. Vous appelez ça un mouvement hélicoïdal. Donc, en effet, c'est la somme de deux choses. C'est un mouvement central plus un mouvement de translation. Le mouvement central, il est causé par le champ magnétique et la translation, c'est parce que vous avez donné une vitesse selon X. Okay? Ça, c'est un mouvement hélicoïdal, un peu compliqué parce que j'ai donné tous les... Oui? Quelqu'un qui est en train de poser une question, non? Non. Alors, je vais revenir sur le résumé. Maintenant, on peut voir le résumé tranquillement. Alors là, on vous fait un résumé. On vous dit une particule de charge électrique Q se déplaçant à une vitesse V par rapport à un référentiel dans un espace où règne un champ magnétique B subit une force magnétique F dite de Lorentz. Et donc, cette force F, c'est mieux de la symboliser par un petit F pour Lorentz et qui est proportionnel à la charge, il est proportionnel à la vitesse et puis le produit vectoriel de la vitesse et de champ magnétique. Alors, bien sûr, à partir de ça, puisque c'est un produit vectoriel, la direction est perpendiculaire au plan formé par VB. Le sens, vous pouvez le définir à partir de la règle de tire-bouchon ou bien d'une manière à ce que QV, B, F soit direct. Faites attention, là, c'est QV, pas V. C'est-à-dire, si vous avez Q qui est négatif, il faut prendre l'inverse de la vitesse. Et puis, l'intensité, vous appliquez la norme. Ça, c'est un produit vectoriel. La norme d'un produit vectoriel, c'est le module de la vitesse. Donc, c'est le module de premier. Donc, c'est la valeur absolue de Q fois V fois B fois le sinus de l'angle que fait V avec B. OK? Alors, comme je viens de dire, comment est-ce que je peux déterminer F? Il y a par plusieurs règles.
Mais là, je vous recommande d'utiliser la règle du tire-bouchon. OK? Mais vous pouvez encore utiliser le bonhomme d'ampère et encore la règle des 3 doigts. Je vais aller sur cette méthode des 3 doigts. Je vais l'utiliser pour la force de la place. Mais là, vous pouvez utiliser le bonhomme d'ampère. Alors, pour le bonhomme d'ampère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'aligner dans la direction de V. Donc, voilà. OK? Voilà, monsieur Ampère, il est dans la direction de V, dans cette direction de V, la tête. Donc, ça, c'est la direction de V. Et puis, les yeux ils vont être dans le sens de B, donc il va voir vers vous. OK? C'est-à-dire que le champ magnétique, il va le traverser vers vous. Donc, là, le champ magnétique, il est dans ce sens. Il sort par ses yeux. Le champ magnétique sort par les yeux de bonhomme d'ampère. Et puis, comment il va montrer le champ, la force F? C'est par sa main gauche, toujours. Sa main gauche. Voilà la main gauche. Donc, sa main gauche va signaler la force F. OK? Voilà. Donc, je répète normalement. Donc, le bonhomme d'ampère va s'aligner dans la direction de V. Donc, le V commence par ses pieds vers la tête. Le champ magnétique, il va sortir de ses yeux, donc de sa tête. OK? Et puis, la main gauche va signaler le champ F. OK? C'est difficile à utiliser, mais parfois, on va voir dans certaines situations, c'est mieux d'utiliser le bonhomme d'ampère que d'utiliser autre chose. OK? Alors là, je vais revenir sur le résumé pour vous signaler quelque chose. Alors là, vous avez une petite remarque, c'est que l'unité de champ magnétique, il est définie à partir de la force. Alors, à partir de cette formule-là, F est égal que V vectoriel B, je peux trouver l'unité de champ magnétique. Alors, généralement, ça vous le connaissez même en lycée, vous dites que le champ magnétique, il s'exprime en Tesla, qu'on note T. Mais le Tesla, faites attention, ça ne fait pas partie du système international des unités. Le système international des unités, on l'appelle le MKSA, M pour mètre, K pour le kilogramme, S pour les secondes, A pour les ampères. Ça veut dire que toutes les unités que vous connaissez doivent s'exprimer avec ces 4 unités. Alors, quand vous parlez de Tesla, il faut le définir en utilisant ces unités. Alors, je peux le faire à partir de cette formule. Alors, à partir de cette formule, le F, c'est le Newton, la charge, c'est les coulombs, la vitesse, c'est les mètres secondes moins 1. Alors, vous pouvez voir que les Tesla, à partir de ça, ça va être les Newton. Vous divisez là par Q, donc c'est coulomb moins 1. Vous divisez par V, donc ça va être mètre moins 1 seconde. Mais jusqu'à ici, vous avez les newtons et vous avez les coulombs. Il faut les convertir. Vous pouvez faire donc ça, vous pouvez le chercher vous-même après. Ce n'est pas nécessaire de le faire maintenant. Donc, vous pouvez faire des relations entre les newtons et les coulombs et tout ça. Et finalement, vous pouvez montrer que c'est des kilogrammes, ampère moins 1, seconde moins 2. Donc, le Tesla que vous connaissez, en effet, c'est kilogrammes, ampère moins 1, seconde moins 2. Et maintenant, vous voyez que ça, il est bien exprimé dans la base MKSA, qu'on appelle la base, les unités du système international. Alors, parfois, on utilise ce qu'on appelle le Gauss. Alors, le Gauss, on l'utilise lorsque vous avez des champs magnétiques qui sont très faibles. Alors, vous avez un Gauss, c'est 10 à la puissance moins 4 Tesla. À titre d'exemple, l'intensité du champ magnétique terrestre créé par la Terre, il est très faible. C'est de l'ordre de 0,5 G, 0,5 Gauss, et ça fait, en effet 50 micro-Tesla. Ça, vous le connaissez, la Terre comme objet est un aimant gigantesque. Il crée un champ magnétique terrestre, on l'appelle le champ magnétique terrestre. Mais c'est un champ magnétique qui est faible, et on peut bien sûr, c'est à base de ce champ, c'est pour
c'est à cause de ce champ-là que les boussoles fonctionnent, c'est-à-dire la boussole que vous installez sur votre smartphone, la boussole normale. Donc ça, il vous donne les directions sud, nord et est-ouest à cause du champ magnétique terrestre. Mais faites attention, vraiment, ce champ terrestre, il est faible, il est de l'ordre de 50 microtesla. Et comme ça, on peut le mesurer. Si vous pouvez installer sur votre smartphone l'application boussole et vous pouvez déterminer les directions. Et en effet, à votre smartphone, en effet, il est occupé d'un capteur qu'on appelle un capteur à effet Hall. C'est un capteur à effet Hall qui permet de mesurer l'intensité de champ magnétique. Okay? C'est pour ça que la boussole que vous avez sur votre smartphone permet de déterminer les directions. Dans votre smartphone, il y a un capteur qu'on appelle un capteur à effet Hall. Peut-être qu'on va faire un exercice sur ça pour l'effet Hall. C'est quoi l'effet Hall en effet? Et ça permet de mesurer en effet de mesurer le champ magnétique créé par la Terre ou créé par un autre aimant. Parce que si vous rapprochez votre smartphone d'un aimant, à ce moment-là, vous pouvez influencer la boussole que vous avez sur votre aiguille. Quand vous essayez d'utiliser la boussole, toujours, il faut s'éloigner de toutes les sources de champs magnétiques. Il ne faut pas, donc quand vous mesurez, si vous voulez mesurer vraiment la direction de nord géographique, il faut s'éloigner de toutes les sources de magnétisme, c'est-à-dire des fils électriques et des aimants. Okay? Alors, dernièrement, donc on va essayer de voir cette vidéo ensemble et après on va terminer. Donc là, c'est une application en effet de ce qu'on a vu déjà avec la force de Lorentz. Alors là, on appelle ça, donc ça c'est un dispositif d'Helmholtz qui permet de voir l'influence des champs électriques et des champs magnétiques sur des charges. OK? Alors là, on fait ça, à l'intérieur là, on peut créer un champ magnétique et on peut créer un champ électrique. Alors, je pense que dans cette expérience, on va créer juste un champ magnétique. Alors là, pour l'alimentation, là, c'est pour générer des électrons. Ça, c'est juste pour générer des électrons, un faisceau d'électrons. Et je pense que vous voyez ça, vous utilisez mon spectromètre en spectroscopie. Vous aurez, là, ça, c'est un faisceau d'électrons. Alors, faites attention. Ça, c'est un faisceau d'électrons. Là, on n'a pas appliqué un champ électrique. Si vous branchez quelque chose de ce côté-là, on va créer un champ électrique. Dans cette situation, on ne crée pas un champ électrique parce qu'on s'intéresse au champ magnétique. Et donc, comment est-ce que je peux créer un champ magnétique? Je vais rapprocher un aimant. Alors, si vous rapprochez un aimant, vous voyez que vous pouvez dévier les électrons. Alors, les électrons seront déviés. Ils vont essayer de faire un cercle. C'est comme ils vont essayer de faire un petit cercle. Parce que vous créez un champ magnétique avec votre aimant. Maintenant, là, il va ajouter un champ électrique. Maintenant, il va appliquer le champ électrique plus le champ magnétique. Voilà ce qu'on va voir. Ça, c'est l'effet de champ électrique. Faites attention. Et si vous inversez les pôles, on va y avoir une déviation dans l'autre sens. Voilà. Ça, c'est l'effet de champ électrique. Et je pense, à un certain moment, il va ajouter même un champ magnétique. Oui, voilà. Maintenant, vous avez l'effet des deux sur les électrons, sur le faisceau d'électrons. Là, il a inversé la polarité tout simplement. Il a inversé la polarité de l'élément. Et vous avez l'influence. Ça, c'est juste comme illustration. Alors, il me reste une animation encore là, une application peut-être qu'on va voir dans un exercice, ce qu'on appelle le cyclotron. Alors, le cyclotron, pour vous faire
un résumé, c'est un accélérateur de particules. C'est-à-dire, c'est un montage expérimental qui permet d'accélérer des particules. C'est-à-dire d'accélérer des protons ou bien d'accélérer des électrons ou bien d'autres particules qui sont chargées. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que pour les gens qui font la physique des particules, je ne sais pas ce que vous avez des idées sur ça, on essaye de faire accélérer les particules et de faire des collisions. Donc, vous accélérez un proton de ce côté-là, un proton de l'autre côté, et vous faites des collisions. Alors, l'objectif, maintenant, notre objectif, c'est comment je peux les accélérer. OK? Alors, ça, essayez d'avoir une règle dans la tête, parce que ça, on va le dire toujours. Pour accélérer, pour donner de l'accélération à une particule, il faut appliquer un champ électrique, pas magnétique. Alors que le champ magnétique, qu'est-ce qu'il fait? Il change la direction de mouvement. Orientation. Très bien. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que le travail, vous savez, ça veut dire quoi le travail mécanique? Qu'est-ce que ça signifie? Le travail de la force de Lorentz, il est nul. La force de Lorentz n'a pas de travail. Si vous calculez le travail de la force de Lorentz, vous trouvez un zéro. Il n'y a pas de travail. La force de Lorentz, son travail est nul. Il est toujours nul. Et quand je dis il est nul, ça veut dire la vitesse, l'énergie cinétique reste toujours la même. Il ne va pas vous donner une énergie cinétique de plus à l'électron. Pour donner de l'énergie cinétique, c'est-à-dire pour augmenter la vitesse, il faut appliquer des champs électriques. Alors, le principe de cyclotron, c'est quoi? C'est que vous appliquez dans cette région qui est bleue un champ magnétique et entre les deux régions, vous appliquez un champ électrique. Alors, l'électron, qu'est-ce qu'il va faire? À chaque fois qu'il passe dans cette région-là, il va augmenter sa vitesse. Et puis, il va faire un tour. On arrive là, il va augmenter la vitesse, fait un demi-tour, il va augmenter sa vitesse, fait un demi-tour, et ainsi de suite. À la fin, lorsqu'il va sortir de ce dispositif, il va avoir vraiment une vitesse très, très élevée. Vous pouvez voir ça sur le graphe. Comment la vitesse augmente. OK? Alors, il nous reste 6 minutes de temps. Donc, on va essayer de discuter. Oui, donc si vous avez des questions, je vois que vous êtes encore là, 73 personnes qui sont encore là. Donc,